D'abord vos noms, prénoms et qualités. Salam alaikum. Abdallah Ben Mohamed Ben Kalish Ezab. Tout ça. Je suis né à Ouadezda, capitale verdoyante du Kemed. Merci. Donc vous allez prêter serment? Vous comprendrez que je ne pourrai pas prêter serment sur quelque Bible que ce soit. Imaginons que c'est un Coran dessiné par Hergé. Je vous en remercie. Sinon, j'aurais été amené à solliciter le dépaysement de ce procès à la cour de Médine. Oui, et un transport de justice au Koweït. Très bien, je jure avoir commencé de lire les aventures de Tintin dès l'âge de 7 ans. Je m'engage à continuer de le faire jusqu'à 77 ans au moins. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci, nous vous écoutons, monsieur le témoin, monsieur Abdallah. Eh bien, je dois vous avouer que je vis un moment intolérable. Cet amoncellement d'injustice concernant mon oncle Roberto est à la limite du supportable. Roberto, soyons clairs, je lui dois tout. C'est lui qui m'a récupéré après la tentative d'enlèvement que j'ai subie. Et à la suite de cette tentative d'enlèvement, j'ai commencé à développer un syndrome de Stockholm que certains psychiatres consultés pour l'occasion n'ont absolument pas vu, ce qui jette une ombre sur les témoignages que nous avons entendus tout à l'heure. Le docteur Rotule avait été effectivement invité par mon père, paix à son âme, et il a simplement diagnostiqué une mauvaise grippe alors que je m'engageais dans un processus psychologique qui aurait pu être extrêmement grave. Par la suite, il a accepté de prendre la suite de mon précepteur, Ali Ben Mahmoud, le malheureux qui a été amené assez rapidement à l'hôpital de Bagdad à la suite d'une crise de démence survenue lorsqu'il essayait de m'enseigner le droit et notamment les règles d'habeas corpus dans la constitution du Kemed. Lorsque j'ai dû interrompre mes études que j'ai suivies à Kedj. Kedj, c'est Kemed Emirate Doctorate and General Education, école qui a fermé, mais qui heureusement avait créé une filiale à Bordeaux, ce qui expliquera ma présence parmi vous. Cette école a fermé à la suite d'un différend grave sur des aspects pédagogiques entre le doyen et mon père, et surtout sur le mode de calcul de mes notes au moment du passage de première à deuxième année. Donc l'école a été fermée. Mais à ce moment-là, mon oncle, permettez-moi de l'appeler mon oncle Roberto, m'a accueilli en stage, d'abord à la Speed Oil Company, puis à la société Cosmo, où je n'ai eu de cesse que de provoquer l'éviction de certaines starlettes qui croyaient qu'il fallait coucher pour pouvoir obtenir des rôles. Ensuite, un stage assez long à l'Arabère, où, sans fausse modestie, je dois dire que j'ai fait merveille. C'est moi qui, en particulier, ai négocié l'acquisition de l'entreprise d'Oliveira de Figueira par le groupe Auchan pour créer au Kemed la société Auchan Pétrolier. Mon oncle Roberto a été chargé de gérer ses intérêts, m'a demandé de gérer ses intérêts dans la belle ville de Bordeaux et a travaillé à la création d'une compagnie low cost. Et là, je tiens à rejeter toutes les insinuations sans fondement. Roberto a toujours travaillé à trouver des solutions pour transporter au moindre coût des passagers africains qui voulaient faire leur pèlerinage à la Mecque. Et je ne comprends pas comment cette sainte pensée a pu être détournée. Cette compagnie que nous sommes en train de créer en partenariat avec le directeur de l'aéroport de Bordeaux qui nous honore de sa présence et s'appellera Cock and Stock Airlines. Par la suite, pour la maintenance de la flotte Epomeo Cruise Company dont nous venons de déposer les statuts au greffe, nous avons créé la Koweïti Hashemite, plus connue sous le nom de Gouache. Nous allons lancer sous peu une joint venture.
je suis heureux et Roberto m'accompagne dans cette création. Nous allons lancer ici une ligne de burkini qui seront distribués à Arcachon, au Cap-Ferret et à Lacanau. Mais un type très particulier de burkini, les burkinis extrêmement habillés, extrêmement élégants, des burkinis de gala, et que nous appellerons donc les burdicala. Enfin, je dois vous avouer ma fierté que grâce au mérite signalé de Roberto et quelque peu les miens, nous avons été appelés en consultation par la mairie de Bordeaux pour ouvrir dans la capitale de la Grande Aquitaine un Lotus Bleu 2 à l'image du centre de désintoxication que nous avions ouvert à Shanghai. Et là, je souhaite faire litière de ces insinuations sur trafic de drogue et distribution de drogue. Le Lotus Bleu est et a toujours été un centre de désintoxication. Je précise que le dossier de validation de ce Lotus Bleu 2 est en cours d'instruction dans les services de la métropole. Permettez-moi de saisir cette déposition pour lancer un appel à l'État français, au président du tribunal, au président de la Chambre de commerce, au président du tribunal de commerce et à toutes les autorités ici représentées, pour que soient relancées les recherches à la suite de la disparition de Roberto. Dans la mer des Célèbres, il est tout à fait inadmissible que ces recherches aient été arrêtées et je compte sur l'appui de mon ami Michel pour mettre le doigt sur certains aspects obscurs de la politique française qui a mis un fin à ces recherches avant qu'on ait pu commencer à trouver une piste sérieuse. Voilà ma déposition, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Chambre. Merci, Monsieur Abdallah. Monsieur l'avocat général, avez-vous des questions à poser aux témoins? Peut-être une question et une observation. Abdallah, comment pouvez-vous renier... Pourriez-vous m'appeler Abdallah Ben Mohamed Ben Kali Shezab, s'il vous plaît, car c'est mon nom. Tout à fait. Mais comment pouvez-vous renier l'amour que vous portez votre père, l'émir Ben Kalish du Kemed, Ben Kalish Ben Mohamed, qui vous avait confié à Tintin, au capitaine Haddock et à Nestor, et pas du tout à Rastapopoulos. Mais Tintin et Haddock m'ont laissé tomber. Comment pouvez-vous considérer que votre père lui-même disait de votre oncle, soi-disant oncle Rastapopoulos, mon oncle, cette canaille internationale, cet infâme dit Gorgonzola, il faut le mettre hors d'état de nuire? Je ne comprends pas qu'on puisse prononcer ces mots à propos d'un homme hautement méritant et un homme dont j'ai démontré tout à l'heure à quelle contribution il apportait au développement économique de notre métropole. Nous en jugerons, nous en jugerons. Merci, Monsieur l'avocat général. Maître, avez-vous des questions à poser aux témoins? Votre témoin? Oui, Monsieur le Président, je voudrais poser une ou deux questions. Par simplicité, je vous appellerai Prince, parce que oui, le nom après, c'est un peu compliqué. Je peux l'accepter. C'est un peu court, Maître, c'est un peu court. Prince, je voudrais d'abord vous présenter ce texte qui est en réalité de Mary Pickford, alias Monique Dolin du Fréonel. Voilà, je voulais recueillir simplement vos réflexions sur ce jugement. Ce jugement est particulièrement intéressant parce qu'il qualifie l'auteur de ses commentaires, cette dame qui a donc utilisé ce qu'on appellerait la diplomatie horizontale pour arriver à ses fins. Son témoignage n'est pas audible. Merci. Sa voix non plus, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a tourné dans le muet. Merci, Prince. Je n'ai pas d'autres questions car votre témoignage était absolument complet. Je voudrais simplement rappeler au tribunal que le Prince est effectivement dans notre métropole. Il s'est installé depuis quelques jours au château du Haillan avec sa suite et je voudrais attirer votre attention, sans vouloir bien entendu influencer la décision de la Cour, sur le fait qu'il est bien vrai, Prince, que le Kemed envisage de racheter les Girondins.
C'est presque fait. Nous avons acheté pour l'instant 9 joueurs sur 11 et l'arbitre. Voilà, j'espère que le tribunal en tiendra compte. Merci, maître. Merci, monsieur Abdallah. Bien, nous allons entendre le deuxième témoin de la défense, monsieur Pierre. Oui. Voulez-vous décliner vos noms, prénoms et qualités, s'il vous plaît? Michel Pierre, honorable correspondant. Très bien. Je vais vous demander de prêter serment sur la Bible Hergé. Je jure avoir commencé de lire les aventures de Tintin dès l'âge de 7 ans. Je m'engage à continuer de le faire jusqu'à 77 ans au moins. Levez la main droite et dites « je le jure ». Dans le premier cas, un peu plus tardivement, parce que je n'étais pas en avance sur mon âge, mais je le jure. Merci. Nous vous écoutons, monsieur le témoin. Alors, mon témoignage part d'une intuition, se poursuit par une investigation et se termine par une conviction. L'intuition, c'est celle de l'historien et des métiers que j'ai pu exercer, qui a été de se poser 3 questions. Pourquoi Roberto est-il au Moyen-Orient alors que les intérêts français sont menacés par ceux des anglo-saxons? Pourquoi se rapproche-t-il des monarchies du Golfe alors que nous n'avons plus aucun contact avec cette partie du monde? Et enfin, pourquoi est-il dans le Pacifique pour protéger la reprise de nos expériences nucléaires? Il y a d'autres, on a raconté un certain nombre d'âneries précédemment, mais c'est la vraie raison pour laquelle Roberto Rastapopoulos se trouve là. Et donc la seule conclusion qui a été la mienne à travers un certain nombre de documents que je vais pouvoir vous montrer, c'est que Roberto Rastapopoulos, dit le monocle, dit fleur d'opium, dit le marquis, a été un agent de nos services aussi secrets que spéciaux. La première preuve que j'ai retrouvée dans les archives du Quai d'Orsay, c'est un peu loin pour ceux qui sont dans le... mais les documents seront versés bien sûr à la Cour, c'est le passeport diplomatique de Roberto Rastapopoulos, né à Smyrne. Alors on précise que certains disent qu'il n'a pas d'identité, qu'on ne sait pas où il est né, ni sa date de naissance, c'est entièrement faux. Il est né à Smyrne en septembre 1907 et ce passeport est délivré par notre ambassadeur à Ankara en 1938. Ces recherches, j'ai trouvé un certain nombre de documents dans une mine de renseignements qui est la bibliothèque arménienne de Paris, dont je vous présente ici un élément de ce qui n'est pas un décor, mais une vraie base de recherche. Et le dossier Rastapopoulos étant justement celui-ci. Alors on a du mal à lire le nom, mais il est vraiment dans cette pile. Et ce que j'ai consulté aussi, c'est l'annuaire oriental de 1915. Alors nous ne savons plus aujourd'hui ce qu'est l'annuaire oriental. C'est une publication de l'ancien Empire ottoman, dont 1915 est la dernière année d'édition pour des raisons que vous comprendrez aisément, c'est-à-dire le déclenchement de la guerre. Et cet annuaire oriental répertoriait absolument tous les commerçants, négociants, corps diplomatiques, etc., présents dans l'Empire ottoman et leurs fonctions à travers toute cette immense étendue. Et en cherchant dans cet annuaire, on trouve un certain nombre de choses. Certes, pas obligatoirement Rastapopoulos, mais on trouve la famille Raptopoulos. Évidemment, le document est authentique, je tiens toutes les pièces à votre disposition. Dans la famille, on est relieur, on est employé pour Spiro Raptopoulos. Spiro Raptopoulos étant le père qui travaillait dans le petit commerce de la mère. Et le commerce, vous l'avez ici, laine, mohair et opium, négociant en laine, mohair et opium. Ce qui fait que par rapport à ce qui a pu être dit précédemment, en tout cas c'est l'enquête qui le démontre, ce que fait Rastapopoulos par rapport à l'opium est simplement par piété filiale et maternelle de reprendre un commerce qui était dans la famille depuis un certain nombre de générations. Autre document que l'on trouve aussi, et qui m'a beaucoup intrigué, c'est dans le corps diplomatique et consulaire étranger à Constantinople en 1915. Ambassade d'Allemagne. Et si vous regardez ici, tout à fait en bas, chancelier Albert Müller. Albert Müller étant le père du docteur Müller dont on a déjà précédemment parlé.
C'est à ce moment-là que, pardonnez-moi, nos services recrutent Roberto Rastapopoulos à travers, puisqu'on a beaucoup parlé de cinéma, à travers la Société des établissements Gaumont, présent à Constantinople, avec la magique Société internationale de film et cinéma. Et nous recrutons donc sur le tournage de Haine d'Arabe, dont voici une photo du tournage, c'est-à-dire là, moi, je ne donne que de véritables documents. Le dossier est là, avec tous les codes nécessaires que vous retrouvez ici. Bien sûr, vous avez le jeune Rastapopoulos ici. Alors, nous commençons à le recruter, à l'engager, j'allais dire, pardonnez-moi, à le contrôler. Parce que, au contraire de... Je sais ce que j'ai entendu, pardonnez-moi, tout à l'heure, sur certaines défaillances dans certains domaines de Rastapopoulos, il était quand même réputé pour une certaine énergie vis-à-vis des dames. Et justement, ce qui nous permettait de le contrôler par le relevé... Alors là, la question est la question de savoir qui est cette dame sur cette photo. Ce n'est pas indiqué dans les dossiers que j'ai pu constituer. Il est possible que ce soit la jeune Bianca Castafiore, je n'en suis pas certain. C'est possible que ce soit une figurante du film. En tout cas, c'est, comme vous le voyez, un document top secret. Et je le montre aussi avec les empreintes digitales, parce que ça nous permettait, avec quelqu'un qui quand même changeait beaucoup d'apparence, etc., de contrôler qu'il s'agissait bien tout le temps de lui. Vous comprendrez aussi avec ce document qu'il arrive parfois des lapsus entre empreinte digitale et empreinte génitale. Je n'insiste pas. Je passe sur un certain nombre de choses pour être assez court. C'est quand même que ce Roberto Rastapopoulos a été vraiment un héros d'un certain nombre de hauts faits de nos services. Et je voudrais souligner sa proximité avec le président Coty, et que dont d'autres ici peuvent témoigner. Ça, c'est un courrier qu'envoie Rastapopoulos au président Coty. Et le degré d'intimité du président de la République et de notre agent au Moyen-Orient est tel que lors du grand concert, non pas de la Castafiore, c'est juste avant, celui de la Calas, pour ceux qui n'arrivent pas à lire ce titre de François, Paris a affectueusement acclamé le président Coty pour sa dernière sortie officielle et fait un triomphe, 16 rappels, aussi bien que la Castafiore, à la Calas, qui chantait à l'opéra pour la première fois. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ici, nous avons une flèche qui indique, et on le voit très clairement sur les documents d'époque, la présence de Rastapopoulos dans une loge d'honneur de l'opéra. Vous me direz, René Coty, certes, mais le général de Gaulle est là. Nous le trouvons ici, Rastapopoulos, lors d'un concert de gala donné à l'Opéra de Paris pour le Maharaja et Madame, donc autre document. Et ce sera ma conclusion, mais il y en aurait bien d'autres. Rastapopoulos, que nous utilisons aussi parfois pour protéger, je le disais, les expériences nucléaires dans le Pacifique, mais aussi un certain nombre d'expérimentations qui ont commencé à Amaguir en Algérie et qui continuent aujourd'hui à Kourou. Et dans ce courrier, cette lettre envoyée par Rastapopoulos, qui est au Sahara à ce moment-là, il envoie à un monsieur Roland Granson à Givet, c'est-à-dire à la frontière belgo-française. Et si vous reprenez les deux initiales de Roland Granson, vous avez le R et le G. Ce sera à peu près ma conclusion, si ce n'est ce qu'on a un peu tendance à oublier, c'est le rôle qu'il joue auprès non seulement pour acheter les Girondins, mais pour l'entre-gens qu'il a par rapport à l'émir Ben Kalish pour notre grand projet du Louvre à Abu Dhabi. Ceci sera d'autres documents que je ne peux encore dévoiler parce qu'ils ne sont pas encore déclassifiés. Mais je veux simplement dire, en dépassant un peu mon rôle de témoin, que condamner Rastapopoulos, c'est vraiment porter atteinte à la mémoire du président Coty. Tu récupères le truc parce qu'il va falloir que... Il faut qu'on essaie de repasser... Michel. Monsieur l'avocat général, avez-vous des questions à poser aux témoins? Une question aux témoins, une observation.
Un agent des services secrets, encore que rien ne nous dise dans les différents opuscules de Tintin, qu'il soit un agent des services secrets. En tout cas, ça n'est pas un agent des services secrets SILDAV, le SSI, il n'y apparaît pas. Mais un agent des services secrets, c'est généralement discret, réservé. Ça ne s'habille pas de manière voyante en cow-boy avec des gros cigares. Ça ne trafique pas des êtres humains, ça ne trafique pas de l'opium, même si vous avez dit qu'il voulait rendre hommage à sa famille. Mais enfin, un agent des services secrets se fond dans la nature et n'a pas le comportement de Rastapopoulos, ne loue pas des yachts comme le Scheherazade en se faisant passer pour le marquis di Gorgonzola, quitte à se faire repérer complètement et à mettre à bas le secret, la qualité, le professionnalisme des services secrets français dont vous dites qu'il appartient. Merci, M. Gaulle. Excusez-moi, mais on a parlé cinéma tout à l'heure. Je crois visiblement que vous n'avez vu ni OSS 117 ni de film de James Bond. Pour ce qui est de la discrétion, un agent secret doit certainement être secret. Il est secret dans son identité, mais il peut prendre toutes les formes possibles et imaginables. Et les plus voyantes finissent par être les plus discrètes. Maître, avez-vous des questions aux témoins? Oui, Monsieur le Président, je voudrais poser 2 ou 3 questions aux témoins. Monsieur Pierre, pouvez-vous nous rappeler, vous êtes honorablement connu, vous êtes probablement le seul honorablement connu de l'assistance. Vous avez occupé des fonctions importantes ici. Pouvez-vous nous rappeler lesquelles? Oui, je dirigeais les affaires culturelles de la ville de Bordeaux. D'autre part, est-ce que vous avez déjà rencontré Monsieur Hergé? Oui, à la fin de sa vie, Vous êtes donc le seul témoin oculaire ici? en quelque sorte. En quelque sorte. Vous nous avez présenté ce premier document, mais pouvez-vous nous commenter ce second document que j'ai retrouvé également? C'est bien un sauf-conduit de M. Rastapopoulos? Absolument, absolument. C'est aussi un document important. Comment dirais-je, dans ce type de métier, il est nécessaire d'avoir des faux pour faire le vrai. Monsieur le procureur général, vous nous avez dit qu'il n'y avait aucune trace dans l'œuvre de Hergé de ce rôle particulier de Rastapopoulos. Est-ce que je peux revenir bien sûr, à la version originale des cigares du pharaon? Est-ce que vous pouvez, Monsieur Pierre, nous commenter cette discussion entre Tintin et Rastapopoulos? Bien, c'est le moment où Roberto, si vous me permettez, parce que nous avons été très proches, on m'a demandé, dit à Tintin, on m'a demandé en haut lieu de profiter de mon séjour ici pour observer le plus possible à ce propos. Alors, si j'osais vous demander, on m'a demandé en haut lieu, on retrouve la généalogie des présidents de la République française, de profiter de mon séjour ici pour observer le plus possible, que dire d'autre? Et il le dit à Tintin. Alors évidemment, des services secrets étrangers ont fait que dans la 2e édition, ces remarques ont disparu. Et là, je mettrai en cause les services secrets SILDAV, qui, pour aussi microscopiques soient-ils à l'échelle du monde, ne manquent pas d'influence, pour des raisons, du reste, qui pourraient rejoindre des photos que j'ai montrées précédemment, mais je n'insiste pas. C'est dommage. C'est dommage, Monsieur le procureur général, que vous n'ayez pas lu le dossier dans le détail. Alors, pour terminer, Monsieur Pierre, un point de vue peut-être sur ces initiales, du coup. Vous me gênez. Hergé, renseignement, comme vous le voulez. Vous ajoutez, Eh bien, nous n'en saurons pas plus. Merci, Monsieur Pierre. Merci. Merci, Monsieur Pierre. Bien, après avoir entendu les témoins, Monsieur l'avocat général, nous vous écoutons pour votre réquisitoire. La partie finale du réquisitoire, puisque la première partie a été faite, et vous venez d'entendre ce qui vient d'être dit par le témoin, Monsieur Pierre, et vous ferez fi de ce qu'il vient de dire sur l'appartenance de Rastapopoulos au service secret français. Rien n'apparaît dans l'œuvre de Hergé sur son appartenance au service secret français. Et encore une fois,
Un agent des services secrets, même s'il doit ne pas être identifié, ne se comporte pas de la manière dont s'est comporté Rastapopoulos. Et encore moins en agressant une pauvre actrice dans le désert, au Kemed, et en la frappant violemment, en organisant un trafic d'esclaves. Ça n'est pas le rôle d'un agent des services secrets. Et celle qui est sur la photo que j'ai montrée. oui. Elle n'avait pas l'air totalement traumatisée. Non, non, mais ça n'était pas la même actrice. Merci. Ça n'était pas la même actrice. Et les empreintes digitales. Ça n'était pas la même actrice. Aujourd'hui, il y a l'ADN, on n'a peut-être pas pu y S'il procéder. vous plaît, laissez-nous écouter le réquisitoire. Non, non. Maintenant, il appartient au juré de déclarer ou non coupable Rastapopoulos des 9 infractions que j'avais citées tout à l'heure, avec les preuves qui s'y rapportaient et qui étaient irréfutables. Et c'est une fois cette déclaration de culpabilité effectuée, car je ne vois pas d'autre solution que de déclarer coupable Rastapopoulos, que je pourrais reprendre la parole pour solliciter de la Cour de Sildavie le prononcé d'une peine. Merci, monsieur l'avocat général. Maître, pour la défense de l'indéfendable, nous vous écoutons.